moi, je viens, comme l'a dit Olivier, de Montpellier, dans le service du professeur Diane Purper-Wakil, et on va parler là rapidement, donc évidemment, ce sera sans doute un peu court, mais pour en avoir une idée, des symptômes et du diagnostic du TDAH, donc chez le jeune. Alors, j'espère que ça fonctionne et que tout le monde voit mes diapos. Normalement, on a fait un petit essai avant, donc ça devrait marcher. Voilà, alors, quand on parle de TDAH, déjà, j'insiste un peu parce que on parle vraiment de troubles déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. C'est pour arrêter de dire déjà hyperactif ou TADA ou trouble déficitaire d'attention. Voilà, le véritable terme au niveau médical, c'est celui-ci, donc trouble déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. On ne parle pas non plus trop de TDA, même quand il n'y a pas d'hyperactivité, et je vais y revenir, on dit quand même TDAH. Alors, ce qu'il faut en comprendre, évidemment, c'est que c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc, ce sont des symptômes qui apparaissent tôt et qui sont stables. En fait, il y a une histoire de continuité de symptômes durables qui appartiennent à la triade de symptômes inattention, impulsivité, hyperactivité. Je vais y revenir. Et pour qu'on puisse parler de troubles, et c'est sans doute évidemment le plus important, il faut qu'il y ait un retentissement fonctionnel, c'est-à-dire une gêne, une souffrance de l'enfant, parce que sinon, on peut avoir à peu près tous les symptômes. Si on n'est pas gêné, il n'y a pas de problème et on ne parlera pas de troubles. Et ça, c'est quelque chose d'important pour nous, pédopsychiatres, parce que on nous reproche parfois de vouloir inscrire les enfants dans des cases, de dire ah ben oui, vous voulez qu'ils soient tous très concentrés, qu'ils soient tous parfaits, que personne ne bouge, etc. Ce n'est absolument pas évidemment la réalité. Les enfants qu'on voit pour des diagnostics de TDAH, ce sont des enfants en souffrance. Et s'ils ont des symptômes et que ça ne les gêne pas, eh bien, tout simplement, on ne les verra pas parce qu'on est déjà bien assez occupé avec les enfants qui ont de véritables souffrances. Alors, les symptômes d'inattention, alors ça fait listing, hein, mais c'est en même temps un peu incontournable, ce sont les symptômes du DSM. Donc, pour le DSM, il faudrait avoir 6 symptômes parmi les 9 suivants pour coter pour l'inattention. Alors, en réalité, quels sont les symptômes les plus importants à la maison? Ce ne sont pas forcément ceux qu'on croit, et je dirais que ceux sur lesquels on va le plus accompagner les familles, c'est surtout cette difficulté à démarrer un effort, c'est-à-dire l'enfant qui a du mal à engager, à se mettre finalement à la tâche. Et ça, c'est quelque chose qui peut être très gênant, d'autant plus que parfois on peut faire des mauvaises interprétations en se disant oui, il est un peu feignant, on pourrait prêter, on va dire, des caractéristiques de tempérament, alors que c'est véritablement un des symptômes qui peut être vraiment gênant au quotidien. Il va y avoir aussi le dernier, là, qui est la difficulté à s'organiser, à agir en routine. Ça va se traduire en fait chez l'enfant ou chez l'adolescent par une difficulté à automatiser. Ce sont des enfants dont on a l'impression qu'ils vont découvrir tous les jours qu'il faut aller se brosser les dents avant d'aller se coucher, qu'il faut mettre son pyjama. En fait, c'est comme si le truc n'était pas inscrit et s'il manquait cette capacité d'automatisation. C'est ça finalement qui pèse un peu au quotidien aussi parce que ce que nous disent bien les parents, c'est il faut tout le temps répéter, il faut tout le temps être derrière, sinon rien ne se passe, etc. C'est ce manque d'autonomie qu'on peut voir vraiment comme un des symptômes d'inattention qui peut être problématique. Après, les fautes d'étourderie, c'est quand même plutôt quelque chose de scolaire. Le fait d'avoir du mal à entendre les consignes, qu'il faille beaucoup répéter, oui, ça peut aussi gêner à la maison. Ce qui est classique aussi, c'est la difficulté à terminer, des enfants qui vont déballer, qui vont ouvrir tous les jeux, mais qui vont jouer 3 minutes avec chacun. Les pertes et les oublis, là aussi, c'est assez variable parce que si l'enfant est particulièrement anxieux, finalement, il n'oubliera pas grand-chose, enfin, en tout cas, il ne perdra pas grand-chose parce que ce sera compensé par son anxiété. Donc, en fait, chaque symptôme est vraiment à prendre un peu précisément pour voir où en est l'enfant. Et ça entraîne évidemment une gêne qui n'est pas que scolaire et qui est vraiment dans l'autonomie du quotidien. L'impulsivité et l'hyperactivité, ce sont donc l'autre grand groupe de symptômes, on va dire. L'impulsivité, telle qu'elle est décrite dans le DSM, c'est répondre avant la fin des questions, couper la parole, avoir des difficultés à attendre, à différer, donc des enfants qui vont assez vite s'énerver quand on leur dit que ce n'est pas le moment, que ce n'est pas leur tour, etc. Donc toute cette difficulté, ça va gêner aussi au niveau scolaire, bien sûr, parce que ce sont des enfants qui démarrent trop vite, en fait, qui n'attendent même pas la consigne et qui ne prennent pas forcément le temps de l'analyse aussi. Ils sont pressés de s'en débarrasser, on va dire, ils vont bâcler, mais ça va pénaliser leurs résultats scolaires. Du coup, ce que vont remarquer souvent les enseignants, c'est qu'ils vont plus facilement réussir les trucs difficiles
difficile, en fait. Quand ça va leur demander un peu d'attention, ils vont mobiliser des ressources attentionnelles, alors que quand ça va être un peu basique, on va dire, ils vont plus facilement tomber dans les pièges. Sur l'hyperactivité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est facultatif et c'est vrai que c'est pour ça qu'on parle plus en théorie d'hyperactivité, mais bien de TDAH parce que ça a empêché quand même pas mal de familles d'accéder au diagnostic avec des parents qui arrivaient en disant: «Mais moi, je viens vous voir, mais mon enfant n'est pas du tout hyperactif, il est très calme, il est très posé» et cetera. Bien sûr, on n'a pas besoin d'avoir des symptômes d'hyperactivité pour avoir un TDAH, puisqu'il y a des enfants qui ont le trouble déficit d'attention, isolé, on va dire, sans symptômes d'hyperactivité, ou même parfois sans symptômes d'impulsivité. Donc c'est pas non plus quelque chose de spectaculaire. En fait, l'idée, c'est de pas attendre ça pour poser le diagnostic. C'est plutôt, on va dire, une forme d'instabilité motrice. Un enfant qui va avoir du mal à rester assis pendant longtemps, qui va se lever à table, par exemple, pendant le repas, pour aller remplir la carafe, pour aller chercher le sel, etc. C'est-à-dire avec des stratégies adaptatives. Des enfants qui ont du mal à tenir en place, par exemple, au moment des devoirs, ils vont attraper tout ce qui leur passe sous la main, se tortiller, etc. Des enfants qui parlent beaucoup, mais plutôt dans un flot de paroles, on va dire, que dans quelque chose de l'échange. Le classique court, saute, grimpe, etc., qui fait aussi partie des critères de diagnostic possibles. Le fait d'être monté sur des ressorts, d'être comme une pile et avoir du mal à rester tranquille aussi dans les activités de loisirs. En fait, c'est cet ensemble de symptômes. Et si on cumule les trois, bien sûr, ce sont des enfants, c'est-à-dire l'hyperactivité, l'impulsivité et l'inattention, ce sont des enfants aussi beaucoup plus à risque d'accidents et en particulier d'accidents domestiques parce qu'ils sont précipités, ils ne font pas attention et ils ont beaucoup plus la bougeotte que les autres. Les autres critères pour le DSM, c'est que les troubles aient démarré avant 12 ans. Même si ça, c'est un concept qui est aujourd'hui un peu discuté par les experts parce que pour certains enfants, ou enfin pour certains adultes même, je dirais, il n'y a pas forcément eu de gène avant, enfin à l'enfance ou à l'adolescence, et la gène peut arriver à l'âge adulte. Mais ce qui est important, c'est quand même d'avoir cette continuité dans le développement, c'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des stratégies de compensation, mais on n'a pas changé du jour au lendemain. Le DSM insiste aussi là-dessus, c'est-à-dire que le côté neurodéveloppemental, on est dans quelque chose qui est durable. On n'a pas développé un TDAH depuis le divorce de ses parents alors qu'on n'avait aucun symptôme de TDAH. Là, il va falloir, par exemple, rechercher plutôt une dépression, une anxiété réactionnelle, etc. Donc, il y a cette idée quand même de quelque chose de continu, même si à certains moments, l'enfant peut être plus gêné qu'à d'autres. Donc, les symptômes doivent être présents dans 2 lieux pour le DSM. C'est pour éviter de dire que ce serait juste un problème familial ou scolaire, etc. Mais ça, pour moi, c'est quand même un critère qui est un peu discutable parce que dans les deux sens, d'ailleurs, on voit des enfants qui font énormément d'efforts pour prendre sur eux dans le cadre scolaire et qui finalement ne manifestent pas trop de symptômes de TDAH à l'école et beaucoup plus à la maison. Et on voit aussi le contraire, c'est-à-dire des enfants qui fonctionnent bien à la maison, mais c'est vraiment le cadre scolaire qui les met en difficulté et où vont s'exprimer leurs symptômes de TDAH. Donc, je dirais que c'est quelque chose aussi qui peut être pris avec un peu de recul, non expliqué par un autre trouble mental, en particulier non expliqué par la schizophrénie ou les troubles de l'humeur, et bien sûr avec un retentissement fonctionnel. Et ça, ce retentissement, c'est évidemment le plus important, parce que comme je le disais tout à l'heure, on peut avoir à peu près tous les symptômes sans en être plus gêné que ça. Et ça, c'est quelque chose qui arrive en consultation des parents qui veulent, par exemple, qui s'interrogent pour la fratrie, puisqu'il y a des facteurs d'origine génétique et qui disent, on a l'impression que son frère est comme lui, mais dans la mesure où il n'y a pas de gène fonctionnel réel, on ne va pas beaucoup, enfin on ne va pas plus loin pour les jeunes finalement qui ne seraient pas en souffrance ou gênés par leurs symptômes. Alors cette gêne, elle va être dans 3 domaines, ce sont ceux qu'on recherche, on va dire, à l'entretien. Le domaine scolaire, donc le comportement en classe, mais aussi évidemment la qualité des apprentissages. Le domaine familial avec parfois le manque d'autonomie ou on va dire la passivité, cette difficulté à faire les choses par eux-mêmes et le fait qu'il faut beaucoup leur répéter. Et bien souvent, les symptômes d'opposition, dont je dirai un mot tout à l'heure avec les programmes parentaux. Et enfin, le retentissement au niveau relationnel qui est extrêmement important et souvent, on le met peut-être moins au devant du tableau, mais justement, la qualité des relations chez ces enfants, c'est important aussi pour le pronostic et ça peut être altéré à la fois par leur impulsivité et par leur manque d'attention au niveau social. Ce qu'il faut comprendre peut-être, et j'aurai bientôt fini parce que voilà, on a peu de temps, mais un point qui est vraiment fondamental, c'est cette histoire de variabilité des symptômes parce que ça perd beaucoup les parents et ça
perd beaucoup parfois les professionnels parce que justement, ce sont des enfants qui n'ont pas toujours la même difficulté attentionnelle en fonction des situations. Ce sont des choses qui sont connues, mais c'est important de le dire, c'est-à-dire que quand ils ont une motivation particulière, ils sont capables vraiment d'un effort d'attention qui peut être soutenu. Alors, la plupart d'entre eux, peut-être pas tous, mais en général, c'est quand même le cas. Et c'est vrai que certains parents nous disent, mais comment c'est possible de parler d'un trouble de l'attention alors qu'il fait des puzzles de 1000 pièces, qui fait, je ne sais pas, qui va à la pêche à la ligne, qui peut attendre 1 heure, etc. Donc, ce qui est important finalement, c'est de comprendre quelle est la capacité de l'enfant à se concentrer quand il n'est pas spécialement motivé, en sachant que la plupart des choses ne sont pas spécialement motivantes, que ce soit l'école, les routines, etc. Et c'est surtout dans ces moments-là, les moments sans intérêt, on va dire, apparent, qu'on peut vraiment évaluer la gêne attentionnelle. Et par exemple, pour des plus grands, à partir de l'âge du collège, on verra aussi que la capacité d'attention va être très variable selon les matières et surtout, je dirais, selon les enseignants et en fonction de ce que ça va mobiliser de motivation et de ressources attentionnelles. Donc là, ce que je mettais sur cette diapo, c'est que ce sont des enfants plus concentrés dans les situations duelles, dans les situations évidemment qui les intéressent, et ça, c'est le plus important, et quand leurs comportements positifs sont valorisés. Et à contrario, les situations non structurées comme la cantine, la récréation, en général, ils ont plus de symptômes. Quand ils sont distraits aussi ou quand on leur demande un effort soutenu et qu'ils n'en ont pas envie, évidemment. Alors, je n'aurai pas le temps de détailler les troubles associés. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, je dirais, le TDAH est rarement isolé et la plupart du temps associé à d'autres troubles qu'on dit comorbides, qu'il faut rechercher vraiment à l'interrogatoire et à l'entretien parce que ça fait vraiment partie du trouble. Ça fait partie aussi, ça va être important pour nos décisions, notre prise en charge et notre stratégie. Quels sont ces troubles? Je les listerai simplement et après, j'en ai terminé pour les enfants sur le diagnostic, mais c'est d'abord les troubles des apprentissages. Les troubles 10, c'est extrêmement important de les rechercher à l'aide de bilans adaptés. Je pense au bilan orthophonique, parfois bilan psychomoteur. Les troubles anxieux sont aussi plus fréquents chez les enfants avec TDAH qu'en population générale, donc anxiété de séparation, anxiété généralisée, anxiété sociale. Les troubles oppositionnels, c'est plus de la moitié des enfants qui consultent en pédopsychiatrie parce qu'il y a on va dire, cette difficulté dans l'autonomie des routines, mais aussi plus de fragilité sur la gestion des émotions qui les rend particulièrement irritables et réactifs, notamment lors des frustrations, et que c'est finalement ce qui va entraîner la plus grande gêne à la maison. C'est souvent plus le trouble oppositionnel que le TDAH lui-même. Ensuite, évidemment, ce qu'il faut surveiller, ce sont les troubles de l'humeur, parce qu'avoir un TDAH, c'est un facteur de risque de dépression. Et chez certains enfants, en fonction de leur particularité, on va dire dans le contact et dans la communication, il faut aussi souvent rechercher les troubles du spectre de l'autisme qui peuvent être associés depuis la nouvelle version du DSM. Et quand l'impact sur le relationnel est trop fort, c'est important parfois d'aller plus loin par rapport au diagnostic d'autisme. Voilà, donc une dernière diapo pour finir, j'avais oublié que je l'avais, c'est cette histoire vraiment d'impuissance, c'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre dans le schéma, dans le cercle vicieux du TDAH, c'est que ce sont des enfants souvent qui n'y arrivent pas bien, qui ont un sentiment un peu de dévalorisation, c'est surtout ce qu'on recherche d'ailleurs à l'entretien, c'est l'impact sur leur estime d'eux-mêmes et leur gêne par rapport à leurs symptômes, dont les efforts, quand ils les font, sont très coûteux parce que c'est dur pour eux de s'y mettre, avec des résultats qui sont finalement pas très bons par rapport à la moyenne des autres enfants. Donc ça aussi, ça a un impact sur leur confiance en eux. Si on ne valorise pas le peu d'efforts qu'ils font, en sachant que les occasions de les valoriser sont moins nombreuses, ça démoralise complètement ces enfants. Et quand ils sont démotivés, ils ont d'autant plus de mal à fournir un effort attentionnel. Et on est souvent dans des cercles vicieux, ce qu'on appelle l'impuissance apprise en psychologie, mais des enfants qui se disent, de façon que je fasse des efforts ou que j'en fasse pas, ça ne marche pas, et qui finalement finissent par lâcher la rampe d'une certaine façon. Donc voilà, c'est important d'avoir ça en tête pour l'accompagnement et les stratégies qu'on met en place. Voilà, donc j'en ai terminé avec, avec la description des symptômes chez les enfants. Et je crois donc que je passe la parole à Sébastien Webel ou à Olivier, peut-être, qui est notre maître de cérémonie aujourd'hui. Et j'arrête mon partage surtout.